Super Bowl oblige, le NBA First Talk tombe un mardi cette semaine, épisode 13 de la saison 2. Bienvenue chez la First Team, ça fait plaisir d'être avec vous, avec Arwan Abotrette, avec Thomas Dufan, en pleine lecture. Tout va bien? Exactement, je lisais un excellent article sur les Clippers. écrit par, je sais pas, un Oui, mec, évidemment, on est en train de montrer le dernier Rivers qui vient de sortir. C'est une tuerie sur Giannis Antetokounmpo. Si vous aimez le grec, foncez sur le dernier Rivers. En plus, il y a un petit article First Team dedans, comme d'hab. Aujourd'hui, on retrouvera Élise Boila dans le Campus Break comme d'habitude. Et puis au programme, focus sur les pépites Denver qui sont sur une très belle série, qui se sont même payé le scalp des Warriors et qui vont bien. On avait envie de parler d'eux dans le focus. Le débat du jour, ça va animer cette émission, la First Team qui doit d'ores et déjà enterrer les Cavs comme beaucoup. Enfin, on va en discuter de tout ça et du fiasco annoncé de Cleveland. D'ailleurs, il y a aussi vos commentaires comme d'habitude sur first-team.fr. C'est parti pour les news. Bryant on the move with the jumper. He got it! On a regardé, on a aimé. Blake Griffin est désormais un joueur de Détroit, vous le savez, et ça va plutôt bien. Il n'a toujours pas perdu, aucune défaite. Ça roule. Alors, cette acclimatation, qu'est-ce que vous en pensez? On en pense que du bien, et puis ça se voit par ses stats. Et la plus belle des stats dans ce tableau, même si elle est écrite en blanc, c'est 3 victoires en 3 matchs. Plus de 20 points pour Blake Griffin, 9 rebonds et 6 passes. Et c'est cette stat-là qui m'intéresse, c'est ces 6 passes et cette relation avec DeAndre Jordan. J'avais dit que quand Blake Griffin est arrivé aux Pistons, c'était un énorme plus pour Dédé Drummond, qui n'a vraiment jamais joué avec un mec dans la passe, qui avait ce sens de la passe, que ce soit un meneur ou un poste 4. Et là, pour le coup, et comme par hasard, Dédé Drummond, joueur de la semaine à l'Est. Oui. Exactement, ce sera un de mes tops de fin de truc, parce que c'est vrai, Dédé Drummond à 19 et 19, 3 contre 3 styles. Non, 19 et 19. Je l'ai vu hier, écoute, c'est la NBA qui le dit. Si tu n'es pas d'accord, tu envoies une réclamation. C'est hier qui fait 17 et 17. Ah non, 19, oui peut-être. Ouais, 18 et 18 comme ça. Non, tu parles en moyenne ou sur le dernier match? Une moyenne. Ah voilà, donc hier il fait 17 et 17 sur le dernier match. C'est vrai, moi ce que j'ai adoré, c'est d'abord son attitude à Blake Griffin. Au début, je me disais, il part de Los Angeles pour vivre à Détroit, dans un truc, il est un peu dégagé comme ça, il va faire la gueule. Mais en fait, pas du tout. Il a le smile, il check tous ses potes et on sent une vraie relation dans le jeu d'abord avec Dédé Drummond, tu viens de le dire, mais aussi dans les attitudes. Ça se check, ça sourit, ça envoie des alley-oops et ça a l'air de s'éclater. Et en plus, on sent une vraie évolution dans le jeu, c'est-à-dire que les mecs autour, Reggie Bullock, Stanley Johnson et Ishmis dans le 5 majeur sont bons. Et il gagne des matchs, donc une cause à effet toute évidente. Il y a une hiérarchie qui s'est établie avec les départs d'Avery Bradley et de Tobias Harris, où finalement tout le monde se tire un peu la bourre pour prendre des tirs. Les gens de même niveau, voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, il y a une hiérarchie. Il y a enfin Stanley Johnson qui est installé clairement comme le poste 3 titulaire. Reggie Bullock, qui n'est pas le plus grand poste 2 de l'histoire du basket, mais qui est pareil, qui est confirmé sur ce poste-là, qui met dedans en plus. Et puis, on dit souvent que les grands joueurs, c'est emmener les gens avec eux, et que Blake Griffin, en 3 matchs, il a relancé les Pistons, qui étaient sur 8 défaites d'affilée avant qu'il arrive 8 ou 9. Il arrive, il joue contre Cleveland, il tape Cleveland sans lui, du coup, avec des Drummond incroyables. Par contre, petit bémol, la salle à Détroit, elle est vide, mais mon gars, ils ont du mal à la remplir. Mon gars, c'est une nouvelle salle. Espérant qu'avec Blake Griffin, ils vont réussir à la remplir. Il y a Blake Griffin dans le truc, moi j'aurais acheté ma place, j'y serais allé direct. À Détroit, visiblement, ils ont d'autres soucis. Là-bas, faut payer. Bah ouais, visiblement, c'est très bizarre. Et justement, ils revivent. On a vu hier dans le match de la nuit dernière, ils mènent de bout en bout. Il faut encore un match accompli. C'est l'effet, on va dire, juste l'effet court terme de l'arrivée de Griffin. Alors, ça peut durer, là, vraiment, c'est une belle lancée. Moi, je crois que ça peut durer. Alors, c'est en tout cas, la greffe a vite prise. Il ne faut pas s'enflammer non plus. 3 victoires en 3 matchs, ils vont forcément en lâcher quelques-uns, les Pistons. Mais en tout cas, voilà, il y a eu ce trade a amené une énergie nouvelle, un renouveau. On sentait cette équipe qui avait bien commencé la saison, on s'en souvient, à bout de souffle. Il y a eu des transferts. Blake Griffin arrive avec une attitude parfaite, comme le soulignait Thomas. Franchement, c'est agréable à voir les Pistons. Et on voit un Dédé Drummond en plus qui s'éclate. Ma foi, 100% de réussite. C'est vrai que ça ressemblait à quelque chose. Tu parlais de trade, on parle de trade. En bref, Tyler Zeller qui quitte Brooklyn pour Milwaukee. Voilà, contre Rashad Vaughn. Ça me fait chier pour lui. De draft. Vous avez énormément commenté ce transfert sur first-team.fr. Du coup, il y en a eu tellement qu'on ne va pas en mentionner. Parce que voilà, autre trade qui peut être intéressant, justement, là, on va en parler. Les Celtics qui étoffent leur raquette, Greg Monroe coupé, qui arrive donc à Boston. Est-ce que ça change la donne? Est-ce que c'est une bonne pioche? Ah oui, très bonne pioche, vas-y. Bah oui. Non, c'est une bonne pioche d'abord parce qu'on se posait la question, il y avait plusieurs prétendants. On parlait des Pelicans à un moment donné, qui étaient très chauds. Moi, je l'aurais bien vu du côté aussi de Cleveland. De toute manière, ils ont besoin de tout, on en parlera dans le débat. Mais l'arrivée donc dans une équipe, d'abord pour Greg Monroe, dans une équipe hyper compétitive, à un poste où il y a déjà du monde, mais où il va apporter clairement sa pièce. Sa pierre plutôt, l'édifice, c'est mieux. C'est un joueur, encore une fois, talentueux, le gaucher, massif,
très peu dissuasifs, hein, par contre, mais ça c'est des stats sérieuses, surtout à Détroit, on s'en souvient au début de sa carrière, mais en tout cas il va arriver avec son post-up game, son efficacité en attaque, son jeu de passe, et donc il va pouvoir s'inscrire complètement dans un beau collectif du côté de Boston, C'est quand clairement. même la pente descendante, non? C'est En plus, il est jeune, quoi, c'est ça qui est ouf. Non, c'est dur. 8 saisons, Il non? s'est- Mais je Il pose s'est- la question il est vraiment pas- il est par loin rapport à d'être- ça. il est loin d'être cramé, vraiment. Je pense que maintenant, on l'a vu beau à Détroit. Beaucoup moins à Milwaukee. Milwaukee, il avait signé avec un contrat max à l'époque et il est rentré dans le rang. Tu sais, c'est ces mecs-là qui ont eu 2-3 saisons, on a dit oula, absolument, faut les signer fort et tout. Et en fait, il est rentré C'est un ça. petit peu dans le rang. C'est pas un joueur de calibre All-Star, mais c'est un joueur très solide de NBA et qui va profiter du collectif bien léché des Celtics pour être une bonne rotation ou une bonne association avec Al Horford, Monroe, Baines, c'est complémentaire. Ouais. On peut mixer les trois, on peut mixer les trois, pas en même temps, mais on peut mixer les trois, tenter des duos un petit peu, voilà, l'un avec l'autre et ainsi de suite. Non, c'est une belle pioche pour les Celtics qui sont toujours aussi bien coachés. Donc des mecs comme ça va rouler. Et un mot sur Boston, justement, il va devoir être utilisé cette semaine parce qu'en 5-6 jours, il y a Toronto, Washington, Indiana, les Cavs dimanche. Ouais, c'est un peu le Il a signé programme. pour ça en même temps. Donc, et puis il va gagner des matchs. Il doit. Ouais, ça va il lui faire est du à bien, Phoenix, ça va lui déjà. faire du bien. Ouais, c'est clair. Et donc là, un mot sur ce programme très dur cette semaine, ça va être fou. C'est des calendriers comme ça. NBA défoncé c'est à une semaine du All-Star Game. Je pense qu'ils ont ça en tête, les Celtics. Ils veulent bien finir pour se faire une petite semaine de break tranquille. Obama, Donc voilà, je pense qu'ils savent que c'est la dernière ligne droite avant le All-Star break. il reste quand même sur 3 victoires d'affilée, hein, malgré le bilan de 5-5 sur les 10 derniers matchs, de 7-3, puisqu'ils ont gagné 3 matchs d'affilée, en fait, n'importe quoi Thomas, mais en tout cas, Boston qui a eu son petit creux de fatigue, a priori c'est bien remis en jambe, donc on espère que cette série va bien se passer pour eux, Le clairement. plus facile ce sera dimanche contre les Cavs à la télé Ouais, nationale. c'est clair, tellement ça. On en parlait très tôt dans cette émission début de saison. Mirotic, les Bulls, c'était pas parti pour durer. Enfin, ça fait longtemps qu'il est annoncé dans plein de transferts. Le voilà membre de New Orleans. Est-ce que finalement c'est un bon choix et pour eux et pour lui de changer de cap? En tout cas, c'est une prise de position. En signant Mirotic, ça veut dire qu'Anthony Davis va jouer 5. On va pas lui mettre un tonton à côté pour que Davis joue 4, ce qui est son poste plus de prédilection. On va clairement envoyer notre ami Anthony Davis sur le poste 5. Et sur le poste 4, c'est donc Mirotic et Cunningham qui vont se partager le poste. Voilà, ça c'est déjà l'information. Maintenant, Mirotic, on sait qu'il est capable de prendre des crises offensives. Par contre, on sait que c'est une équipe qui ne défend pas. Et on imagine que c'est pas l'arrivée de Mirotic qui va changer la donne. Clairement, ils voulaient se renforcer à l'intérieur. On a parlé de Julius Randle du côté des Pelicans. Ils ont été plus intelligents. Ouais, enfin, ils voulaient envoyer un vieux tour de draft et Alexis Njassa. Les Lakers ont fait poteau. Un peu de respect, s'il te plaît. Et Omar Azik aussi. Genre, Ouais. merci, les gars. Je du me coup, ouais, c'est clair. Du coup, les Pelicans signent Mirotic. Ils se renforcent à l'intérieur avec un style qui est clairement résolu sur l'extérieur. Donc, on verra comment ça va se passer. En tout cas, depuis la blessure des Marcus Cousins, les Pelicans sont en chute libre. Ils ne sont même plus On voit le tableau playoffables. de ces Ils deux sont- matchs, Tom. Voilà, oui, regarde, 18 points, 12 rebonds avec de l'adresse sur le premier match. Deuxième match face au Jazz où ils ont pris une belle branlée à domicile et où ils sont tous 133 passés. 133 Eh oui. points encaissés. Après, hier, c'était hein. pas une équipe défensive avant, c'est encore pire maintenant. En tout cas, voilà, ils sont 10e de la conférence Ouest à 34-48. C'est catastrophique, hein, cette blessure des Marcus Cousins. On avait les plus grands espoirs pour cette Bah, équipe et puis très rapidement, Ça on se rend s'était compte pas que si c'est mal compliqué. passé les matchs après la blessure de Marcus Cousins parce qu'il y avait eu un Une espèce de un regain Anthony Davis ouais. incroyable et puis certainement on avait Ouais. serré les rangs. Mais je crois que finalement, le trou laissé par de Marcus Cousins risque d'être trop important pour être comblé. Est-ce qu'il n'arrive pas un peu aigri, notre ami Mirotic? Là, je l'ai entendu dire que pour une fois, dans sa carrière, ça faisait plusieurs semaines qu'il était régulier, qu'il était bon. Et là, c'est justement le Ouais. moment où on le dégage. Et Mais c'est qu'on- ça et aussi qu'on la l'envoie. NBA, Bah c'est ouais, que c'est dur, hein. Mirotic, il a mis du temps à s'installer et le jour où il s'installe, mais la NBA, c'est être capable de jouer pour une équipe. C'est un peu les mecs comme les Lou Williams, partout où ils passent, ils savent ce qu'ils font, ce qu'ils savent faire le mieux, peu importe le coach, peu importe le contexte. Alors, avec plus ou moins de points. Mais Mirotic, c'est un mec qui a besoin d'être dans le confort, qu'on a besoin de choyer, qu'on a besoin, On a beaucoup qu'on a de besoin de comme ça, dessiner hein. des systèmes. Ouais, mais en NBA, t'as besoin aussi d'être un petit peu plus fort de caractère. Après, on peut comprendre sa frustration. Hein. C'est vrai que tu viens de le dire. Il est dans sa meilleure période de sa carrière. Eh ouais. Wool, ça se passe plutôt bien. Directement, t'es dégagé comme ça. Bon, écoute, il a 12 millions Vers- chaque année. On va pas le plaindre non plus, le À gars. hein. moitié plein, tu te retrouves à jouer avec Anthony Davis sur une Enfin, relation bon. 4-5, ça peut être intéressant aussi. Oui, Je oui, sais c'est pas, clair, c'est clair. on peut toujours comparer vers à moitié vide, vers à moitié Oui, plein. il est pas Phoenix, Mirotic n'est pas le plus grand quand même optimiste et le guerrier de la terre. Vert complètement plein, lui, pour Chris Paul. Chris Paul, toujours plus dans l'histoire avec ce record, 9e recordman de passes pour Chris Paul. Bon, Incroyable, hein. voilà, incroyable. Et puis, ça va avec cette saison du magnifique monde devant. des Ouais, c'est Rockets. clair. Et ouais, que de beaux noms. Il y a du monde, mais moi, je lui souhaite d'atteindre les 10 000. J'imagine qu'il va les atteindre dans, je sais pas, 3, 4, 5 ans, Chris Paul, parce que quand on voit ce genre de groupe, on se dit quand même que Chris Paul, il a marqué de son empreinte l'histoire de la NBA
Alors oui, il a jamais fait de finale de conférence, mais c'est un joueur d'extrême talent. Il est incroyable. Encore il y a pas longtemps, Tom le stagiaire, qui est fan des Rockets, disait mais ce serait pas le meilleur meneur de la NBA. Bon, on se calme quand même, mais il n'empêche que Chris Paul. J'ai le message. Voilà, ouais, tu vois, il voulait qu'on fasse un débat. Est-ce que c'était. Non, mais bon, de calmos quand même, mon cher Tom. Mais Chris Paul est un joueur sublime, extraordinaire. Et c'est vrai que cette année, mine de rien, avec les Clippers, on va lui souhaiter, avec les Rockets, on va lui souhaiter pour la première fois de sa vie d'aller en finale de conférence. Il est bien parti pour. Puis régularité dans les stats individuelles, que ce soit avec les New Orleans Hornets de l'époque, avec les Clippers, même cette année avec les Rockets, alors qu'il est deuxième option derrière James Harden. Pas dégueu, hein, stat. Hein. Ouais, non, c'est très fort. Donc même si c'est un petit peu en baisse par rapport à ce qu'il faisait quand il était aux Clippers, mais c'est un petit peu normal. Mais voilà, c'est régularité dans les performances individuelles. Ça reste un joueur de très très haut niveau. Il lui manque effectivement au moins une finale de conf. Si on peut réafficher le tableau là, du top 10, pour faire plaisir à Tom le stagiaire, vous le placez où par rapport à tous ces noms là putain, allez, à peu près. Au-dessus de André Miller, ça, il n'y a pas de doute. En plus, on l'a croisé à Londres. Il avait des chaussures, mon pote, André Miller. Après, sur l'impact dans le jeu, je pense qu'il est intrinsèquement plus fort qu'un Mark Jackson, qui était un petit peu unidimensionnel, qui était surtout un passeur, passé par les Knicks et les Pacers. Mais il est bien avec les autres, quoi. Après, il est bien avec les autres. Top 5. Le problème, c'est les stats. Thomas, c'est joueur d'exception. C'est les champions, surtout. Ils ont été champions, au bout d'un moment, c'est ça la différence avec les mecs. Nash, c'est ça. Donc, il reste encore un tout petit peu en retrait en attendant un titre. Moi, tu sais, j'aime bien dire que c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Bien sûr. Après, il y a un truc qu'on peut dire sur Chris Paul, c'est que lui, mine de rien, il était fort les deux. Il est fort des deux côtés du terrain. Ça reste un excellent défenseur. Plusieurs fois NBA Defensive Team. Donc voilà, c'est important aujourd'hui dans le paysage NBA de rappeler que c'est un bon défenseur. On parle beaucoup de plus en plus des two-way players, tu vois, des joueurs. Alors qu'avant, on disait pas ça. Mais depuis quelques mois, quelques années, on commence à dire quel est le meilleur two-way player de la ligue. On fait des comparaisons entre Butler et Paul George, par exemple, pour dire le mec attaque et qui défend. Alors qu'il me semble qu'au basket, on doit faire les deux, quoi. Il n'y a pas d'option, en fait, quoi. C'est clair. Sinon, ça peut créer quelques déséquilibres. Il y a une équipe qui est équilibrée, qui se fait plaisir, qui nous fait plaisir. On voulait faire un focus là-dessus. Denver va bien. Denver a battu les Warriors OKC. Alors, on en parle dans le focus. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Les Nuggets sont 6e à l'ouest, là où ça bouge beaucoup. Ils étaient encore 8e hier. Et ils sont très bons à domicile. Ils ont fait tomber les Warriors, comme je le disais. C'est une belle surprise de la saison, là, les Nuggets. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous les voyez si haut, cette équipe jeune? Moi, je voulais les voir absolument en playoff. C'est ce qu'on avait dit dans les previews en début de saison. C'était que c'est l'année où Mike Malone doit envoyer ses Nuggets en playoff. Moi, je trouve qu'il y a eu du retard à l'allumage. Surpris de les revoir revenir aussi fort. Mais j'étais inquiet, moi, de ce début de saison, avec notamment l'arrivée et la signature de Paul Millsap. Ça ne marchait pas. Et depuis la blessure de Millsap... Il y a longtemps, hein. Ouais, mais bon, ça correspond un petit peu, ça concorde un petit peu à ça. C'est depuis cette blessure-là, en tout cas, les Nuggets réalisent un début 2018 assez incroyable, avec une équipe, je trouve, très complète et très fournie. Avant d'en venir à Jokic, justement, sur Millsap, pour fermer la parenthèse, il y a eu un problème identifié. C'était quoi, selon vous je sais pas, parce que ce qui est dingue avec Paul Millsap, c'est quand il arrive, on est tous en train de dire c'est une super addition, un bel effectif. Jokic, Millsap, des mecs qui sont capables de faire des passes, de tirer de loin, de créer du jeu pour les autres et de créer du jeu pour eux-mêmes. Donc c'était vraiment une belle addition. Maintenant, ça n'a pas marché. Je pense qu'il fallait un peu de temps quand même pour digérer cette arrivée. Et Jokic, finalement, lui, surtout d'un point de vue individuel, a mis du temps à se rentrer dans cette saison-là. Et là, aujourd'hui, il est en train de truc. En 2018, il attaque une nouvelle saison quasiment. Complètement. Parce qu'il rate son début de saison. Hein. Et donc, il y a ça. Après, il y a Emmanuel Mudiay. Il y a eu plein de trucs qu'ils ont un peu cogité. Là, aujourd'hui, Mudiay sort du banc. Il a un truc qui met peu de temps de jeu. Il est deuxième meneur derrière Jamal Murray, qui est super fort. Donc, tu as plein de nouveaux mecs dans cet effectif, de nouveaux leaders, j'ai envie de dire, depuis 2018. Donc, depuis un mois maintenant. Parlons leader, justement. Jokic, tu le dis, depuis un mois. Alors, on va voir ses statistiques depuis un mois où ça y est, il s'affirme comme le leader et celui qui permet à cette équipe de gagner des matchs. Ça change la vie quand tu as ton grand comme ça, leader qui touche à tout et qui est quasiment, qui se rapproche presque d'un triple-double. Il lui manque 3 passes, c'est énorme, mais c'est pas grand-chose non plus. Donc c'est plutôt énorme ou pas grand-chose? Non, mais tu vois ce que je veux dire. 3 passes de moyenne, c'est énorme, mais finalement, un pivot à plus de 7 passes, ça reste incroyable. C'est ça que je voulais dire. Et du coup, tu m'as coupé. Non, mais il est fort. 18 points en rebond. Je sais plus. Tu m'as coupé. Il est fort. Ça va revenir. Non, mais en tout cas, ce que j'aime bien, c'est que là, on a les enfants de Vladi Divac, de Sabonis, de Marc Gasol, qui sont capables à la fois d'être incroyables dans le jeu pour soi et pour les autres. Et quand on voit, tu viens de le dire, un 7 passes sur un mois, c'est énorme pour un pivot. Et puis, c'est pas des petites passes à terre toutes pétées à Joachim Noah avant. C'est des passes dans le dos, des trucs de. Ah bah attends, c'est vrai. Quand Joachim Noah, souvenez-vous, il était là comme un truc, il faisait des petites passes à terre sur des coupes. C'est pas des bonnes, très bien. C'est pas des bonnes passes. Si, mais moi, je préfère les passes dans le dos, les trucs flashy. J'ai quand même le droit de me régaler de Jokic.
Non, bon, en tout cas, il est incroyable. Et c'est vrai que 10 points, 11 rebonds, alors que voilà, il est très grand, mais c'est pas non plus le plus vaillant. Là, moi, je suis plutôt impressionné. Tu sais, je suis plutôt impressionné et par pour Jokic. revenir avec peut-être avec son association avec Millsap, c'est vrai que c'est un petit peu un touche-à-tout aussi, tu vois, scoreur, mais aussi rebondeur et un petit peu passeur aussi. Peut-être que autour de Jokic, il lui faut un finisseur, peut-être plus qu'un mec aussi complet que lui finalement. Il y a peut-être là-dessus à voir. Ce qui m'a étonné, les amis, c'est quand j'ai vu Jokic, Murray, Mudiay, Will Barton, Gary Harris, ils tournent tous à 13, 14, 15, 16, 17, 18 points. Donc c'est assez équilibré. La menace, en fait, ce qui est intéressant dans cette équipe, c'est que ça vient de partout. Moi, Thomas aime souvent dire, et j'aime beaucoup quand il dit ça, par exemple, quand on parle d'Enix, il dit, tu sais, des fois, on parle des équipes, ça manque de talent. Tu sais, tu dis souvent ça manque de talent. Les Nuggets, il y a du talent. Et sur tous les postes. Et parmi les mecs que tu cites, il manque ce poste 3 que j'aime beaucoup, là. Trey Lyles, le poste 4. Non, il y a Trey Lyles qui est très fort. Et Tyson Wilson Chandler. Wilson Chandler, qui joue poste 4, du coup, je l'ai pas cité parce qu'il marque un peu moins. C'est ce genre de mec-là qui sera jamais All-Star, mais qui est un joueur tellement confirmé de NBA. Et donc, je te dis, ils ont une profondeur de banc. Ils ont un 5 majeur qui fonctionne très bien avec le bas court de Harris et Murray. Et derrière, sur le banc, ils ont des vraies solutions. La preuve avec Wilson Chandler, qui en l'absence de Millsap joue poste 4 et aussi le pivot blanc. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Je sais pas qui tu parles. C'est pas grave. Et donc voilà, je trouve que Wilson Chandler, c'est très fort. Moi, il y a un truc quand même, parce qu'on peut saucer les gars. Gary Harris, moi, je lui en veux énormément. Il met un buzzer beater, il est chez lui, il rentre dans le vestiaire. Je comprends pas. Moi, j'aime quand il y a un buzzer beater extraordinaire comme ça, qu'on saute sur la table de marque, qu'on fait This is home, this is my home, comme dit Wade à l'ancienne. Quand t'es à l'extérieur, tu fais comme Derek Fisher après le tir après 4 dixièmes, tu rentres dans le vestiaire. Oui, c'est du basket, j'avais envie de vous raconter. C'était Mason Plumlee que je cherchais. Ah, Mason Plumlee, bien sûr, merci. Mais du coup, ses frères et tout. C'est clair. Ses homonymes, ses frères et tout. Du coup, Gary Harris, en ce moment, il y a une petite hype sur Twitter de tous les potes qui suivent la NBA. Il fait partie de ces joueurs poste 2 dont on parlera jamais, je pense très sérieusement, parce qu'il est à Denver et qu'il n'est pas à 20 points de moyenne. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est solide. On parle des two-way players. Alors lui, c'est un bon défenseur, adroit, et puis il commence à être confirmé dans pas mal de trucs. Denver défend. Moi, je les ai vus jouer hier soir face à Charlotte. Je les ai vus jouer. J'ai vu leur belle victoire face aux Warriors. Ils défendent, ils passent, ils font les efforts, les extérieurs font les efforts, ça passe dans les écrans, on coupe les lignes de passe, on essaie de repousser le plus loin possible. À l'intérieur, c'est assez solide. On arrive bien à compenser un petit peu le manque d'impact défensif de Jokic. C'est très solidaire et j'aime bien les pressions mises par les extérieurs, que ce soit Murray ou Gary Harris, qui prennent beaucoup de tirs en attaque, mais qui aussi, de l'autre côté du terrain, mettent des pressions défensives. Et ça, je trouve que c'est vachement intéressant. Et Mike Malone a vraiment créé quelque chose, une belle équipe. Et franchement, en playoff, pas cadeau de les prendre au premier tour. Quand tu parles de défense collective, ça explique les seulement 7 défaites à domicile. C'est assez impressionnant. Mile City, incroyable. Évidemment que là, ils sont sur une assise, on est certitude. Et la certitude, moi, qui grimpe, c'est évidemment Jamal Murray. Moi, qui me régale en ce moment. Alors, au-delà des stats extraordinaires, au-delà de faire tomber Steven Adams sur des step back, c'est un mec qui est en pleine explosion en ce moment. Alors, d'abord sur les minutes, sur le poste aussi, puisque maintenant, il est meneur de jeu, entre guillemets, évidemment, puisque tourner à 3 passes décisives quand tu es meneur de jeu, c'est pas vraiment meneur de jeu, c'est un combo, on le savait à sa sortie de Kentucky. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, il se retrouve très bien dans le système. Et puis, tous ces joueurs d'à peu près même niveau sont aujourd'hui en train de s'éclater puisqu'ils ont des minutes, du temps de jeu et des responsabilités. Bravo Jamal Murray qui était une régalade. Petit bémol, très fort à la maison, donc on l'a dit, le bilan c'est 22-7. Par contre à l'extérieur, beaucoup moins de certitude, 7 victoires, 18 défaites. Donc c'est pour ça qu'ils sont sixième après. Ils vont mieux. Ils vont même très bien en ce moment, mais il va falloir aussi commencer à être un petit peu plus régulier à l'extérieur pour pouvoir gratter des points parce que finalement, c'est assez serré et tu peux presque aller gratter une 5e, 4e place, pourquoi pas un avantage du terrain. Il reste encore pas mal de temps. C'est une équipe, je te dis, qui est vraiment complète. Maintenant, il va falloir aller gagner des matchs à l'extérieur. Dernier mot, dernière question comme ça, c'est juste une équipe qu'il faut laisser grandir, continuer de prendre ses marques ou profiter un peu de la hype sur un ou deux joueurs pour peut-être faire un échange avec un mec qui met plus de points encore. Il y a des mecs qui ont encore un peu de valeur marchande. Je pense notamment à Kenneth Farid qui ne fait plus du tout partie des plans. Qui fait plus du tout partie des plans. Je pense même à l'utilisation d'Emmanuel Mudiay qui est un fort joueur. Ils en ont fait un 6e homme. Il a l'air d'avoir trouvé un terrain d'entente enfin avec Mike Malone, mais je pense pas que les deux ça soit l'amour fou. Donc il y a peut-être des choses à réfléchir aussi pour choper un talent supérieur. Mais attention, on a vu qu'avec l'arrivée de Paul Millsap qui était censé c'est compliqué de mettre des gens comme ça dans des équipes qui marchent déjà. Donc il faut bien réfléchir à ce qu'ils peuvent faire. Et une équipe qui fait rire tout le monde, qui fait sourire d'autres, c'est droit vers la catastrophe. Cleveland qui coule, encore plus quand les matchs sont diffusés à la télé nationale. C'est le moment du débat. Sont-ils morts? Réponse.
La dégringolade n'en finit plus pour les Cavs. Sont-ils morts? C'est la théorie d'un homme ici sur ce plateau. On l'adore et il a plein de choses à dire sur Cleveland qui ne va pas bien du tout, vous le savez. Alors ta théorie, Erwan, tu nous l'exposes. Les Cavs sont morts, vive les Cavs. On dirait le début d'une rubrique à la Manu Moine, mais j'ai une théorie. En regardant le match face aux Rockets ce week-end, ça m'a rappelé un petit peu le match face au Thunder, forcément. Et puis je me suis plongé dans les stats et puis j'ai vu que le début d'année 2018 est catastrophique de la part des Cavs et on associe ça aussi à une fin de saison 2017 très compliquée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les Cavs ont tout intérêt, vu l'ambiance du moment, à préparer l'avenir. C'est-à-dire que si on a un tableau, Paul, tu peux l'envoyer, on va voir tous les joueurs qui sont en fin de contrat. LeBron James en fin de contrat, moi je le vois partir parce qu'il n'y a plus rien qui va. Isaiah Thomas, quand on voit ses déclarations dans la presse, je ne le vois pas rester. Dwayne Wade, je ne vois pas rester à Cleveland et Derrick Rose non plus. Donc au bout d'un moment, ils vont se retrouver quand même un petit peu à poil, notamment si LeBron James s'en va. Qu'est-ce qui va leur rester? Un Kevin Love qui est un joueur solide, même si moi je lui reproche certaines choses, mais qui est un joueur solide. Il va leur rester un tour de draft, des joueurs comme Jay Crowder pour pouvoir reconstruire. En plus de ça, ils ont un coach qu'ils ne veulent pas virer parce que ça leur coûte beaucoup trop cher. Donc finalement, filatérer une équipe en construction, ça serait peut-être la meilleure des solutions pour les Cavs et faire une croix sur cette année parce que pour moi, il y a de grandes chances qu'ils n'arrivent même pas en finale. Donc tu préconises un transfert là aujourd'hui? Ou juste tu laisses en l'état? Moi je laisse en l'état parce que finalement, je pense que LeBron James c'est quand même l'instigateur de ce bordel géant dans cette équipe-là. Et finalement, le laisser lui aussi, lui dire tiens, t'as voulu tout gérer, mettre un coach, faire venir un tel, nanani, nanana. Kyrie Irving est apparemment parti aussi à cause de toi. Assume jusqu'au bout. On va finir vilains tous les deux. Et on se séparera cet été. Et alors, avant de te répondre, est-ce que je te dis de te dire ce que je pense, on a eu un tweetos là qui nous a envoyé 3-4 tweets très intéressants en reprenant des arguments trouvés sur Bleacher Report. Du coup, je me suis un peu intéressé et du coup, je voulais vous dire ça parce que c'est vraiment incroyable. Alors, juste dans l'ordre, on apprend que Dan Gilbert qui a demandé à David Griffin de mettre Kyrie dans les propositions d'échange contre contre Paul George et Butler notamment, tandis que LeBron était contre et voulait garder Kyrie à tout prix. Numéro 1. Ensuite, Dan Gilbert a viré Griffin pour faire chier Kyrie et LeBron, qui étaient tous deux très proches de Griffin, LeBron ayant un certain contrôle sur Griffin et les décisions du front office. Ok, 2, il n'y en a que 4 comme ça va aller vite. Gilbert nomme Kobe Altman, je pensais moi aussi que c'était un bon choix, mais on apprend au fil de l'article, qui est un énorme article, pas une note de service chez Bleacher, que Kobe est en fait un pion pour Gilbert et que c'est Gilbert qui gère le front office et donc les trades. Ok, et dernier petit truc, Isaiah Thomas serait le chouchou de Dan Gilbert, donc le propriétaire. Ce dernier lui aurait déjà quasiment assuré un contrat max l'été prochain, et les deux sont très proches, ils s'échangent fréquemment des messages. Alors, si ça s'avère être vrai, alors je te dis juste le nom, c'est KG Best 5, merci mon gars pour ce petit récap qui était assez incroyable. Si tout ça est vrai, ça explique absolument toute cette dernière saison catastrophique des Cavs. Moi, ce que j'en pense, c'est que d'abord, ça fait longtemps qu'on sait que LeBron pense sincèrement à se barrer, parce que soit il a fait le tour, soit il y a quelque chose qui lui déplaît, comme à Miami, c'est-à-dire il veut avoir les rênes et il n'a pas les rênes finalement. On se souvient de ses bisbilles au moment de son départ à Miami avec Dan Gilbert à l'ancienne. Dan Gilbert lui avait fait une lettre pour lui dire t'es quand même un petit con LeBron, finalement il s'était rabiboché pour le meilleur, donc pour un titre du côté de Cleveland. Moi je me pose la question... À Miami ça avait aussi mal fini que pas trailer. Exactement, parce qu'il voulait tirer, et l'autre il a dit poteau, on est chez moi là, c'est moi le shérif dans la ville, casse-toi mon grand. Donc il est retourné. Donc moi je me pose la question autour de LeBron, et c'est la question qui nous anime tous, est-ce qu'il peut vraiment se barrer ? Sincèrement. Donc laisser encore une fois sa ville, son état, sa franchise complètement à l'abandon. Alors on nous reproche souvent d'en parler beaucoup, et c'est vrai, mais quelque part, et chaque semaine il se passe des jamais choses. vu. Et moi cette année, on l'avait déjà dit il y a quelques semaines ici, cette année moi je trouve que on trouve un LeBron bien plus fissuré que les autres années, même quand il était pointé du doigt pour ses comportements. Je trouve que cette année il y a un truc qui s'est cassé, et j'ai du mal à voir les Cavs, même si on connaît le LeBron James en playoff, à vraiment ramener tout le monde pour aller espérer faire une nouvelle finale NBA. Dans ta dernière théorie, donc tu évoques le fait d'un départ de LeBron James et les clés de la franchise pour Isaiah Thomas et Kevin Love. Ça pourrait être une reconstruction dont tu n'as pas parlé, mais qui serait... Et tu gardes ton premier tour de draft qui peut être intéressant. Voilà. Donc imagine que tu te retrouves avec Tyronn Lue donc à la tête, parce que trop cher, tu as dit, elle pourrait être coupée. Tu as Isaiah Thomas au max, c'est pas dégueu, hein, même s'il a 30 piges et qu'on connaissait aussi ses défauts. Kevin Love qui est un joueur solide, multi-all-star dans cette NBA, et donc ce choix de draft des Nets qui pourrait être au perché à la prochaine draft. C'est pas dégueu pour se reconstruire, alors ce sera toujours moins fort que si tu avais LeBron dans l'effectif. Non, mais c'est de la reconstruction. Mais moi, dans ta théorie de se dire de toute manière, il faut bazarder cette saison, je suis pas d'accord, parce que ils ont encore un effectif
assez fort. Tu bazardes pas, moi tu laisses en l'état. Donc tu vois quand même, parce que si tu fais pour moi, LeBron James, il est ingérable. Regarde, souviens-toi les finales l'année dernière, on se fait ce constat quand il y a Nico Batum qui vient ici, on se dit est-ce que LeBron James il est vraiment coachable? Ça fait longtemps qu'on y dit. D'accord, mais au bout d'un moment, là on atteint le paroxysme de cette manière de faire. C'est que les mecs ils en peuvent plus. Kyrie Irving s'est barré en partie à cause de ça, et là les mecs autour ils en peuvent plus aussi. Je pense et le front office des Cavs, les premiers ils en ont marre de dire ok tu veux tout faire, vas-y, montre-nous, fais tout, on va voir où tu arrives, finale de conf, demi-finale, finale NBA, peu importe, en tout cas cet été, je pense qu'il y aura un changement radical côté Cavs, et quitte à faire un virage, autant qu'il soit pas, que tu te retrouves pas complètement à poil, et c'est vrai que filer le max, pourquoi pas Isaiah Thomas, ce serait pas la pire des idées. Aujourd'hui au classement, ils sont plus proches de ne pas faire les playoffs que de Boston. C'est complètement dingue. Alors est-ce que on parlait plus ou moins court, moyen terme, long terme même pour des changements de cap. Est-ce que l'arrivée d'D. Jordan contre Tristan Thompson, J.R. Smith et un premier tour de draft pourrait solutionner le problème là à court terme puisqu'ils font que de couler? Roy est d'accord là-dessus. Moi j'ai toujours dit, mais moi j'ai peur que ça soit trop tard. Mais tu perds Smith. C'est-à-dire quoi trop tard? Parce que trop tard, c'est quoi? C'est trop tard, c'est pour l'avenir à moyen terme, donc l'intersaison, ou pour les prochains playoffs. Moi, je suis persuadé. Je pense que c'est le bordel. Mais c'est le bordel, ça c'est sûr. Mais sauf que ce qui est dingue dans le sport, c'est que tu es toujours à un move d'une nouvelle dynamique. On le voit avec Blake Griffin à Détroit. Au bout d'un moment, il suffit juste qu'il y ait un changement. Ça peut être le coach, ça peut être dans l'effectif, pour que ça reparte directement. Mine de rien, tu as toujours LeBron. Avec LeBron, tu as quand même 1000 certitudes d'aller au moins en finale de NBA sur les 7 dernières années. Donc, ils ont des certitudes bien plus que tous les autres aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est compliqué de se dire qu'il faut bazarder, de toute manière c'est mort, on n'en est pas encore là. Ce qu'aujourd'hui, on a parlé en début d'émission, les Celtics ont fait un move, ont fait venir Greg Monroe et ont densifié leur raquette. En face, on sait que le problème des Cavs, c'est que Tristan Thompson n'est plus un joueur de basket et que Kevin Love, c'est en poste 5, il n'aime pas aller au sacrifice comme ça. Derrière, il n'aime pas son rôle. Voilà, pas son jeu. Derrière, c'est très très pauvre. Donc les Celtics ont bougé. Si les Cavs, ça va être intéressant. Et si les Cavs ont vraiment l'ambition de se dire attends, cette année on la bazarde pas et on veut retrouver les finales NBA, il faut qu'ils bougent. Et D.D. Jordan, c'est leur meilleure des solutions. Mais je vais voir si vraiment le front office des Cavs est prêt à s'envoyer comme ça pour essayer de sauver cette saison. Il reste 2 jours. Alors on va souhaiter que pendant l'émission, avant 18h, il n'y ait pas de transfert annoncé. Sinon on va devoir tout recommencer dans l'émission. Mais pour l'instant, donc il n'y a rien de fait. Les Clippers n'ont pas accepté cette offre de transfert. Ils pourraient accepter selon toi? Ils pourraient si le changement de pick est effectif. C'est-à-dire que là, pour l'instant, ils offrent le choix de pick des Cavs. Aucun intérêt d'avoir le 28e choix de la prochaine draft, alors que eux ils veulent celui des Nets. Donc si il y a ce changement là, pour l'instant Cleveland n'est pas très chaud. Il faut que Cleveland garde ce premier tour des Nets pour mieux reconstruire. Il y a une bonne draft. Tu es déjà dans la reconstruction, tu as déjà avancé. Oui, il y a une bonne draft qui arrive, il faut qu'ils anticipent. Et c'est aussi ça, être un bon GM, c'est ce que font un peu les Clippers, même si j'ai trouvé ça un peu prématuré. Eux, ils ont carrément bazardé Blake Griffin. Mais je pense que les Cavs, avec LeBron James qui est en train de fomenter, quand ça se passe comme ça, souvenez-vous, c'est l'histoire qui parle pour LeBron James. Il se barre quand c'est comme ça. Ça vaut pas le coup, n'empêche de. Alors c'est un peu facile de dire ça et tout, mais tu vois, tous les grands décideurs de la franchise, ils disent bon, LeBron, viens, on s'assoit, on va au resto, je te paye des œufs à la coque, poteau, je sais que t'adores ça et du bacon. Viens, on s'assoit. Bon, LeBron, tu sais que t'es mon gars. Mais il faut que tu nous dises, non, on a besoin, c'est ta franchise, il reste 2 jours avant la trade deadline, il faut qu'on puisse discuter et avancer et anticiper sur ton futur choix. Tu vois, je pense qu'on en est là. Qu'il n'y a pas de communication. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune communication. Là, ils ont mis un nouveau GM qui n'a aucun poids, aucun poids pour prendre des décisions. Donc non, moi je crois que c'est un bordel monstre, que tout le monde en a un petit peu plein la tête et tu sais comment sont les joueurs, surtout des joueurs comme ça, méga stars. Des fois, ils sont capables de flinguer des campagnes de playoffs pour dire tu m'as niqué, mais moi je te nique à la fin. Ils se mettent à bouder et en parlant de tout ce brouhaha, il y a des rumeurs un peu folles qui tombent, comme notamment l'arrivée de Nico Batum, Kemba Walker contre Isaiah Thomas. Là, par rapport à ce que tu nous as dit, les théories et tout, ça paraît impossible. Ouais, mais bon, après tout, là, moi je pense qu'aux sportifs, même pas au vestiaire et tout, si tu vois arriver Kemba Walker à côté de LeBron, c'est pas un mauvais choix dans le rôle de Kyrie l'année dernière. Isaiah Thomas peut le faire très bien aussi, mais bon, pourquoi pas Kemba qui a un petit contrat encore pendant 1 an et demi, et Nico Batum à côté de LeBron, ça peut être une régalade totale parce que c'est le genre complémentaire complet qui est bon en défense, qui peut s'occuper du sale taf. Après, c'est pas ça qui va révolutionner moi, tout c'est ça. des rumeurs de trade que je peux bien prendre au sérieux à l'été pour commencer une saison, en milieu de saison, des trucs comme ça, des blockbuster trades comme ça sur 2 joueurs. C'est trop. Enfin, ça me paraît. On le dit. Regarde, Cavalier, c'est marqué en dessous. Cavalier, c'est déjà mort. Alors, souviens-toi de Détroit avec Rashid Wallace qui arrive en milieu de saison. Même les Rockets, quand ils font le back-to-back, ils font venir Clyde Drexler alors qu'ils font un début de son kata et ils arrivent finalement à les gagner en finissant 6e de l'Ouest. Non, regarde Pau Gasol. C'était pas l'été. Regarde Pau Gasol qui arrive aux Lakers.
aussi, tu vois, il y a plein d'exemples comme ça, incroyables. L'image que renvoie LeBron et que renvoient les Cavs, elle est tellement dramatique. Moi, se faire démonter à domicile comme ça, plusieurs fois d'affilée, sans réaction, sans rien, j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal. Et puis, on le dit, cette semaine, Tyronn Lue, qui est quand même dépassé dans tous les sens, c'est le Titanic, hein, Tyronn Lue, ça s'est percé dans tous les sens. Il a été conforté dans sa position de coach. Donc rien que ça veut dire, LeBron, tu vas pas faire ce que tu as envie. Voilà. Mais on n'est pas et on en parle souvent dans le foot, mais regardez, on est vraiment dans l'ère où les stars, les joueurs sont plus forts que l'institution. Alors c'est plus facile à dire. Les Warriors. Regarde, c'est plus facile à dire pour le PSG avec Zlatan et Neymar parce que bon, voilà, on est plus proche et tout. Mais là, LeBron, il est en plein dedans et Kobe, il était sur la fin avec les Lakers. C'est-à-dire que là, tout dépend d'un seul joueur. Et de sa décision et de son mood. Tu vois, on en est là. Si lundi ça va pas, la franchise ne va pas bien. C'est quand même une catastrophe. Et là, il va falloir montrer côté Cavs qu'on a des couilles. C'est aussi ça. Ou alors s'écraser. Mais en tout cas, faire un choix. Là aujourd'hui, on hésite entre tout ça et c'est pour le pire, je pense clairement. Donc sont-ils déjà morts? Oui. Moi, je pense qu'ils sont déjà morts. Alors, ils vont tenter le coup de DeAndre Jordan et ça sera un indice. S'ils le font. Hein. Déjà mort, c'est que mon avis, évidemment. C'est une théorie que j'ai, dont on avait parlé en préparant cette émission. Maintenant, moi, on va voir s'ils tentent DeAndre Jordan. Ça veut dire qu'ils essaient de sauver les apparences et pourquoi pas, avec un titre, surdonner un second souffle. Mais j'ai beaucoup de mal à y croire, sachant, et le fait qu'ils ne veulent pas lâcher le tour des Nets de la draft, ça prouve que déjà ils ont en tête de la prochaine draft avec les prospects. Donc Élise va nous parler en arrivant tout de suite. Transition parfaite. Transition parfaite. Et laissez-nous vos avis sur la transition aussi des Cavs et ce qui va se passer selon vous, toutes ces théories. À 48 heures de la fin des trades, Élise Boila est là, c'est le Campus Break et c'est parti. Coucou Élise, ça va? Tu vas nous parler d'un géant, le pivot Texas, Mo Bamba. Attends Élise, elles sont où? Comment ça, elles sont où? Les bouclettes. Ah, elles sont parties. Elles sont parties pour cette semaine. Elles reviennent, voilà. J'avais envie de dompter tout ça un peu, de changer. Tu me donneras ton après-shampoing parce que j'ai les mêmes problèmes que toi et j'aimerais... Il s'est trompé. D'après-shampoing, tu vas nous parler d'un mec qui a enlevé ses bouclettes. J'avais hâte de vous le présenter aujourd'hui. Du coup, Mo Bamba, qui est un freshman qui joue à Texas, l'université par où est passé des joueurs comme... Durant, à Marcus Aldridge. Tout à fait. Parfait. Tristan Thompson, Miles Turner, exactement. Tristan Thompson, c'est moins glamour. Exactement. D'ailleurs, pour l'université, c'est la recrue la plus importante depuis KD en 2006. Il a reçu des offres... Il a reçu des offres des meilleures universités comme Kentucky, Duke, Michigan. Et en plus de ça, comme c'est un garçon très intelligent, il a même considéré jouer à Harvard, comme il avait des notes excellentes. Bon, au final, il a fini à Texas, car il a développé une relation très forte avec le coach Shaka Smart, qui l'a coaché pendant qu'il jouait en U18 avec la Team USA. Donc, quel joueur. J'aime bien quand il y a des joueurs qui ont des bonnes notes. C'est tellement rare de nos jours que profitez-en, les gars. C'est ouf de voir un prospect NBA jouer à Harvard, d'ailleurs. Après Jérémy Lin. Ah ouais. Il n'a jamais été un prospect. Il n'a jamais été un prospect. Respecte Mo Bamba. C'est clair. Donc, quel joueur est Mo Bamba? C'est un pivot de 2,13 m avec une envergure de 2,36 m, c'est-à-dire plus grande que celle de Rudy Gobert, qui a l'envergure la plus grande actuellement. Ça, c'est incroyable, ça. Voilà, quand il va au dunk, ça donne ça. Il va s'envoler. Non, il est incroyable. C'est incroyable. Incroyable. Et les mains. Il a des mains, il a des bras qui doivent tomber. Il fait ses lacets sans se baisser, la fameuse phrase qu'on n'a jamais entendue. Du coup, grâce à ses longs bras et à son instinct défensif, et il fait partie des 4 joueurs de l'histoire de la NCAA à prendre 13 rebonds et faire 6 contres sur 40 minutes sur plus de 10 matchs. Et tout ça avant d'avoir 20 ans. Et du coup, les 3 autres ne sont que Shaquille O'Neal. Et si je vous dis les Twin Towers de Houston. Lopez. Ah, de Houston. Ralph Sampson et Olajuwon. Et Olajuwon, très bon. Quand je dis les Lopez. Oui, j'ai pas compris. Bon. Je crois que tu parles, ils ont joué ensemble à la fac, ils auraient pu faire des métiers comme ça. Du coup, son point fort, sans surprise, c'était que c'est un excellent contreur. Il tourne à 4,4 contres de moyenne. Et même quand il ne contre pas, le joueur qui est en face de lui a quand même vachement de mal à shooter. Il faut qu'il modifie son tir. Donc c'est quand même un atout de l'avoir dans sa raquette. Et ce qui est super intéressant avec Mo Bamba, c'est qu'il peut aussi défendre sur des joueurs extérieurs, il peut tenir des joueurs extérieurs, switcher sur pick and roll et défendre sur des joueurs plus petits que lui parce qu'il est mobile et rapide pour sa taille. Et c'est exactement ce qu'on cherche chez un big man dans la NBA actuelle. Tu m'étonnes. Il possède des bons mouvements au poste, un petit toucher très intéressant au cercle et il peut même mettre des shoots à 3 points par séquence. En gros, vous juste imaginez Rudy Gobert qui shoot à 3 points. Non, j'imagine pas. Bah non, mais on peut trouver un autre joueur qui peut le faire. C'est un mutant, ton gars. Ah bah t'as plus de micro. Pendant qu'elle n'a pas de micro, je pouvais faire des signes, comme ça je lui remets son micro.
Mais attends, regarde les regarde, images, là. On regarde les regarde, voilà, regarde. mets-moi les images. Voilà, c'est bon, t'es revenu parmi nous, je pense. Et par franchement, rapport, ça par promet. rapport au prochain concurrent de la draft, c'est-à-dire Eaton et Begley, il est considéré comment? Bah justement, c'était ça dont je voulais vous parler après les petites images qu'on voit de Team USA là. Tonton, mon gars. Regarde les bras. Ouais. Non, mais il a des bras incroyables. Mais regarde, non, mais ça, c'est fou quand même. Non, il a un corps incroyable. Physiquement, Bah oui, trop fort. physiquement, il tient la route. Non, tu veux dire, physiquement, il se il est blesse un soft. peu ou Non, il comme- s'est pas blessé, mais physiquement, il est soft. Et Il est- comparé aux autres prospects du coup du moment, Marvin Bagley ou DeAndre Ayton, vous voyez, ses stats sont quand même en dessous. Après, il fait pas partie. Il fait pas partie. Il y joue à Texas. C'est pas un effectif aussi talentueux et compétitif que Duke ou Arizona. Ouais. Tout le jeu est centré quand même sur Mo Bamba. Il y a pas pour écarter le jeu ou Ouais. jouer. Voilà, c'est pas les mêmes effectifs. Mais il y a quand même des interrogations comparé à DeAndre Ayton qui joue au même poste et du coup que lui aussi est prospect NBA. DeAndre Ayton, par exemple, je pense, même je suis sûr qu'il va directement avoir un impact en NBA. Au niveau du scoring, au niveau des rebonds, Mohamed Bamba pour une équipe NBA, en tout cas l'équipe qui va la drafter, ce sera plus un projet sur le long terme. Il va falloir le développer physiquement et puis développer aussi ses skills offensifs parce qu'il est quand même très raw offensivement parlant. Il sera brut. Du coup, il est assez soft, il est assez skinny, voilà. C'est plus une garantie défensive pour le moment qu'un atout offensif en attendant. Mais bon, sa marge de progression à Mohamed Bamba est énorme. Et moi, j'ai vraiment hâte de voir se développer et savoir où est-ce qu'il va aller, dans quelle équipe il va se développer, il va évoluer. Et il fitera parfaitement une fois qu'il sera prêt pour le jeu NBA. Est-ce que c'est le genre de joueur dont la franchise qui va l'accueillir, ça va dépendre énormément. Ma question est horrible. Oui, est-ce que ça va Mais être est-ce que ça va être non pas un franchise player, mais en tout cas, est-ce que s'il arrive à Cleveland ou dans une autre franchise, eh ben ça va vraiment influer sur son jeu et son évolution. Ou est-ce qu'on est sûr que ça va être une star, enfin tu vois entre guillemets. Bon, on ne peut jamais être sûr de rien. En tout cas, je ne Top peux 10, pas dire ça. Top 10 pour Ah oui, sûr. top Moi, 5 je le même, mettrais même dans mon top 5. Hein. Bah Même, oui, moi, je top le 5, mettrais là. bien même avant Trae Young. Hein. Moi, en tout cas, en tant Ah que, oui, donc quand en même, tant il y que a des GM, certitudes. je mettrais plus de billes Et sur puis un on sait qu'à la Bamba. draft, on aime toujours bien prendre les grands tontons plus que des petits talents. Mais on sait que l'histoire fait en sorte que des fois, nous rappelle, ouais. le talent face au potentiel, dont on pense notamment à Hashim Thabit, qui avait été drafté avant ça, ouais. vers certains plus petits talentueux. Numéro 2 Voilà, draft, donc hein. les grands tontons, mais bon, il a l'air d'avoir un peu plus de certitude autour de Mo Bamba qu'il y avait autour d'Hashim Moi je suis Thabit. très séduit Il y a par les beaucoup- 4,4 blocs, c'est Ouais. énorme, Ouais. tu vois. Moi, je suis plus séduite par ce genre de joueur qui fitera parfaitement dans le style De la NBA, grand ouais. qui. Et puis aujourd'hui, on joue small ball, on joue vite. Et qu'est-ce qu'on C'est veut ça. On veut des grands véloces qui C'est font ça. du cercle à cercle et qui mettent des contres. C'est Bah vrai oui. qu'aujourd'hui, le pivot à l'ancienne, post-up et tout, à part les gros talents comme Oui. Jokic, on le voit même avec Nurkic, par exemple, à Portland, c'est plus compliqué parce que finalement, ça va tellement vite. Et puis lui, en post-up, finalement, tu vois, donc les post-up, maintenant, c'est plus trop les jeux des pivots, c'est plus sur des postes 2 dominants Exactement. physiquement. Mais j'ai une question sur Mo Bamba. Est-ce que tu sais Dis-moi. c'est quoi son verbe préféré en espagnol Non. Bah, tu me Comment fais tu peur. danser en espagnol Bailar. Baila, baila, la bamba. Voilà. Oh, écoute, j'avais envie de le dire. Là on met pas un petit. Il n'y a pas de jingle et tout, là, Oh quelque là chose. Oh refusé, contré par Mo Bamba. Et donc voilà, et moi j'ai fini de présenter Mo Bamba. Est-ce Bah qu'on ouais. passe au quiz Bah, Ah ça bah nous a oui. plu, En plus, ça- j'ai ça refait nous a un plu, petit mon quiz. Bamba, mais Ça, c'est ma blague qui a mis un frottement. Ah ouais, sur c'est il neige sur le plateau. À moins que vous ayez encore des questions, on peut. Bah non, écoute, il a l'air très bien ce gars-là. Est-ce qu'il a une copine Vas-y, je t'en est-ce prie, qu'il pose pourra ta jouer avec question. Jojo vas-y. Embiid dans la raquette de l'équipe de France Il y a pas- Oh là là. C'est un Malien hein, à la base. Bah oui, Donc, bah, on est loin. Hein. Bah, Pas de on Malien est en loin. France. Oui, c'est peut-être. vrai. Oui, Ouais. Il n'y a pas un cousin, un truc C'est vrai. Qui vit en France, c'est comme Joël Embiid. Ça. La Le question quiz. de la semaine. J'ai refait un petit quiz Qui suis-je spécialement pour Erwan. Ah. Putain, j'espère que je vais Pour te battre Thomas alors. aussi. Que le Bah non, Kobe Bryant, évidemment, j'avais c'est- mauvaise. Ok. Je suis né le 1er août 1968. Je suis assistant coach des Bucks actuellement. J'ai joué à l'université de UNLV de 87 à Greg Anthony. 91. J'ai été élu Hall of Fame de UNLV en 2002 et mon numéro a été Larry retiré. Johnson. J'ai gagné le titre NCAA en 90. Ceci augmente Oui. On l'a déjà Ah ouais. alors, Ouais, ok. on l'avait On l'a déjà fait ensemble, non on l'a Ah, fait mais dans oui, le ok, jeudi. Ok, ok, bon, ensemble. attends, Non, j'en non, ai mais un bien autre. vu, Non, non, mais mais c'est c'était pas bien, ta faute, c'est c'est qu'on bon, l'avait déjà fait le Ah, jeudi. Ah, Stacy d'accord. Ogmon. Ok, Ah, pas mal. des T'es un des hauts quatre, et tout. toi. Elastic Man. Mais je me suis exactement, c'était un de fais la mes- suite, c'était allez. J'en ai un deuxième vite fait. Vas-y, Stacy Ogman, vrai joueur. hein. Mm. Vrai gars, vrai gars. Je Il y a suis Michael né- J. Fox derrière, par contre. Et Ah ouais, c'est tellement. Photobombe. Il jouait pour LSD, apparemment. Oh, putain, c'est vrai quand tu as LSD, c'est dingue. LSU. On évite, on évite le LSD, les enfants. On n'hésite pas, on fait pas. Bah oui. Ça n'existe pas d'ailleurs. Bon, un deuxième vite fait. Vas-y, vas-y. Vas-y. Je suis né le 28 mai 1967. J'ai évolué à l'université de Michigan de 85 à 89, où j'ai gagné le titre NCAA en 89 et j'ai été MOP du Final Four. Michigan Ouais, Michigan, hein, pas Michigan.
Je détiens toujours beaucoup de records de points en carrière, meilleur 1, 2, 3, 4, shoot à 3 points. Glenn Rice. Putain. Et t'as eu encore. Chouette, Glenn Rice. Bravo, Erwan. Je suis emmêlé les pinceaux et t'as trouvé. Michigan et Mopi, vrai gars, vrai gars. Maillot 4 par contre. Je pensais que t'allais avoir plus de. Là, tu le trouves, là, c'est des vrais gars que tu sais. Michigan, c'est des vrais gars. En plus, t'es dans ces années là. T'es en 2000 là. Tire à 3 points. T'es en 2000. Quel shooter, Glenn. Bravo, Erwan. Bravo. C'était pour me rattraper de ma blague catastrophique sur mon Bamba. Il s'est bien rattrapé. Et c'est l'heure des All-Stars, pas All-Stars. Merci Elise, reste avec nous. And Michael has the ball, again guarded by Sean Marion. The fadeaway. Cette semaine, ces derniers jours, quels sont les tops et les flops de la First Team? On commence par ton top, Elise, tiens. Mon top, c'est Ronny Turiaf, qui va être honoré le 3 mars prochain par la conférence West Coast Conference, dans laquelle il a joué avec l'université de Gonzaga entre 2001 et 2005. Donc, son maillot va être retiré, donc voilà. Est-ce que tu pourrais faire une chronique sur Ronny Turiaf parce qu'on en parlait avec Carole la dernière fois. On oublie toujours qu'il a une très très belle carrière universitaire. Meilleur joueur de sa division. Il a été Player of the Year en 2005. Il a été élu dans le top 5. Dans le top 5 de la WCC. Avant une opération au cœur, avant d'aller au Lakers, il imitait des paniers et tout. Tu vois, donc, après, c'est qu'en NBA, il s'est très vite retrouvé dans un registre très défensif. Mais c'est un mec en NCAA qui faisait des chantiers. Et à Gonzaga, quoi. Et two-way player. C'est un des meilleurs joueurs de l'histoire de Gonzaga. Vrai star. Ah oui, Ronny Turiaf pour réhabiliter la carrière universitaire de Ronny. Vrai star là-bas, top All-Star. En fait, moi, j'en ai deux. Le premier, c'est donc des Drummond, je voulais en parler, puisque ses stats, donc, sur la semaine, c'est 19 points, 19 rebonds et 3,7 interceptions, 2,7 comptes. Donc, magnifique, bravo. De l'autre côté, c'est James Harden. Mais bon, comme on est mardi et que d'habitude, ça tombe le lundi soir, on peut pas le dire. Bravo en tout cas aux deux joueurs. Si, les stats de James Harden, quand même, pour vous montrer à quel point il est fort 34,7 points, 10,3 passes, 6 rebonds, 2,3 interceptions par match. Pas dégueu, pas dégueu. Sinon, mon top, c'est évidemment Dirk Nowitzki qui a dépassé les 50 000... Donc là, ça fait troisième top. Ouais, c'est pas grave, on s'en bat les steaks. 50 000 minutes passées sur les... Ça, c'est mon flop, mais bon, c'est pas grave. 50 000 minutes passées sur les parquets NBA pour le vieux Dirk. Et ils savent toujours pas écrire son nom. Et ils ne savent toujours pas écrire le nom. On va se dire, mets ça en plein post, plein polo. Incroyable qu'en 2018, on fasse des trucs comme ça. Quelqu'un doit se faire virer, là. Ouais, quelqu'un doit se faire virer, c'est exactement ça. C'est quand même. Ouais, ça pue. Mais il a eu l'honneur de mettre son maillot. Il a pu... Je pense qu'il a même pas fait gaffe. Il a même pas fait gaffe. Je pense surtout qu'il en a rien à foutre. Ouais, voilà, c'est ça. Bravo Dirk en tout cas. Mon top, moi, je vais revenir en Europe et à Andorre parce que notre ami Andrew Albissi et Adassane se sont payés ce week-end. Le Real Madrid, rien que ça. Voilà, et les deux Français ont été très bons. Donc Adassane, qui n'avait pas commencé la saison avec Andorre, est arrivé il y a peu. Et les deux Français se retrouvent, s'éclatent, doivent beaucoup jouer à la play, mais ça ne les empêche pas aussi de botter le cul à Madrid. Voilà. Bravo messieurs, on vous regarde et bravo à vous. Et moi j'ai hésité entre les bonnes séries des Lakers, les bons matchs de Batum là, qui retrouvent un bon niveau. Et finalement, je me suis dit, en fait, Ian Mahinmi, il a mis 12 points, 7 rebonds en 24 minutes dans la victoire de Washington face à Indiana, avec un Bogdanovic qui a pris feu à 29 points, sans Oladipo, ok, mais donc Yann, il a fait son match, 12 points, 7 rebonds, franchement, il est plus habitué à 4 points, 3 rebonds, donc chouette, bravo à lui, j'ai vu le match, bon, ils ont bien dominé, mais c'était très propre, voilà. Les pas All-Star, on enchaîne avec les mauvaises nouvelles. All-Star, c'est les Knicks, désolé Erwan, du coup, ils sont à 3 défaites de suite, les playoffs commencent tout doucement à s'éloigner pour les Knicks, Porzingis, il a l'air fatigué. Cramoisi. Il a clairement besoin d'aide. Et puis, je me demandais pourquoi Jeff Hornacek ne faisait pas jouer en fait Franck à la place de Jarrett. Non, en fait, hier, j'ai lu que tout simplement, il pensait que Franck n'était pas prêt. Et lui, donc, il a dit qu'il était un peu cuit aussi. Il a l'air peut-être dans le rookie wall après. Donc, peut-être c'est le rookie wall. Ils ont quand même pris Treber pour le faire jouer plus. En plus, Treber qui est bon. Donc, c'est dommage, mais bon, s'il était plus régulier, il serait plus en confiance et il pourrait. Laissons-lui un peu de temps au Francky. Mais oui, je suis d'accord. On va essayer de le croiser à Los Angeles, du coup, All-Star Game. Là, on va essayer de lui poser 2-3 questions. Mais alors, pourquoi tu n'es pas titulaire dans ton équipe? C'est horrible la question. Je sais pas, gros, j'en ai aucune idée. Et tu t'en vas après. Ouais, c'est clair, tu t'en vas. Merci, c'est horrible. Moi, tu sais, aujourd'hui, j'ai envie de faire n'importe quoi. Donc, du coup, j'ai que des flops. On a quand même sur des équipes. Que des tops. Que des tops. Ben, ça fera 6 alors du coup, ça fera 6 parce que j'ai Washington qui, sans John Wall, est 4e de la conférence Est et 5 victoires d'affilée. Il fallait le prévoir. Celui-là, on parlait de série pour cette équipe. Voilà, on est en plein temps et la superstar n'est pas là. Et en termes de surprise, alors là, c'est le Utah Jazz avec un Ricky Rubio des grands soirs qui est à 6 victoires d'affilée et qui se rapproche un peu des playoffs. Ils sont à 3 petits matchs. Donc voilà, l'équipe de Rudy Gobert qui carbure très fort en ce moment. Pour une fois qu'on
porte pas malheur à une équipe. On en parlait d'eux en bien la semaine dernière. Et ça continue, il continue à surfer. Bravo à eux. Erwan, moi, c'est les débuts de Tobias Harris avec les Clippers. Il a été très fort, on voulait en parler dans les news, mais la partie était déjà assez remplie. Donc voilà, c'est ce bon début de Tobias Harris qui est vraiment un fort joueur sur le poste 3-4. Voilà, pareil pour eux, il y a peut-être des certitudes. Et Gallo et Gallo qui revient aussi. Le même poste. Donc, mine de rien, c'est le bordel, mais ils ont des mecs encore sous contrat, donc ils peuvent commencer aussi à réfléchir, même si voilà, Griffin a un trou énorme. En tout cas, il y a des mecs qui ont l'air d'être contents d'être là. Ouais. Tant mieux pour les Clippers. le pétage de plomb de la semaine, c'est ce que j'ai sélectionné en pas All-Star. Robin Lopez. Ah ouais, incroyable. Je pense qu'on a insulté son arrière-petite sœur ou un truc comme ça. Et à l'arrivée, regardez il retourne au vestiaire. Bon, déjà, il hurle de partout. T'as vu comment il pousse les gens ? Il y a un truc de grave qui s'est passé. Et derrière, il va faire le jeté olympique de l'année. Heureusement, ça va toucher personne. Il est tellement énervé. Mais c'est c'est assez Compliqué à calmer. Ouais, hein, ça t'as vu, il y a même des Et joueurs regardez NBA, là, à ce moment-là, tiens, elle est là, allez hop, la chaise, Oh là là. voilà, chapeau à lui. Mais c'est plutôt un mec cool, c'est rare Mais de le oui. voir comme ça. On se souvient qu'il s'était chauffé avec Ibaka, ça a mis les points comme ça. et Il tout. avait mis une patate. Ouais, hein, ouais, il avait mis c'est une ça, ça a patate. mis un hein. petit C'est peu vraiment des un mec patates. cool. Non, mais c'est un mec plutôt cool, plutôt marrant, mais c'est vrai que quand il dégoupille, il le fait pas mentir. On vous invite à aller voir le coach Brown de la dernière fois sur la relation entre les arbitres et les joueurs. On est en plein dedans parce qu'il veut démonter l'arbitre. Je sais pas ce qu'il lui a dit, mais c'est un truc de ouf. Mais ça a l'air d'être violent. Et en tout cas, après ce moment de violence rare, nous allons passer un moment rare mais unique en chaque fin d'émission, les remerciements. Allez, on va remercier d'abord Sully, Paul et Tom en régie, comme chaque semaine. Et puis, on va aussi remercier notre ami Greg Minor, voilà, qui n'a jamais été majeur dans sa vie. Bon, j'avais pas de jeu de mots. Oh non Minority Report, c'est son film préféré si tu veux. Ouais. Prochaine, l'autre est plus rigolo. Ensuite, on a John Crotty qui était simplement un joueur de merde. Oh là là, les sons de boîte. De Chambéry, mon pote. On fait un bisou à toutes les boîtes de Chambéry, évidemment. Et l'OM jouera à Bourg-en-Bresse en Coupe de France au foot. Hein, donc, c'est un match. C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. En tout cas, avant de se quitter, Rien à on voir. vous annonce Rien à voir. que la First Team sera au All-Star Game. Ouais. Il y aura un vlog dans la foulée, donc le lundi, le lendemain, il n'y aura pas de First Talk. On vous annonce que jeudi prochain, il y aura donc le 15, le vlog de Londres. Ce sera à suivre, vous allez Plein vous de trucs, régaler. il est vraiment cool. Petite régalade. Voilà, c'est monté d'ailleurs, c'est en boîte. Ah oui, ça y est, il est fini. On vous garde ça pour jeudi Donc prochain. voilà pour le programme. La classe foot de vendredi, comme d'habitude, merci d'être toujours plus nombreux Ouais. à la C'est vrai. suivre. Et Avec puis, un énorme coup de gueule d'Erwan vendredi dernier, allez regarder. Ouais, Pour tous nos amis journalistes, il a pris à sulfateuse. C'était une régalade. J'étais dans un petit canapé à côté, je fais ça y est, il pète les plombs, on va se faire quitte la chaîne. C'était une catastrophe. Mais une régalade de haute qualité, bravo Erwan. Merci pour l'accueil pour la nouvelle émission pas Super Bowl, le NFL, bien sûr. C'est chouette d'avoir vu ça arriver. Et donc, et ceux qui nous disaient dans les commentaires, on va essayer donc l'année prochaine d'en faire quelque chose d'hebdomadaire. Il faut maintenant qu'on trouve des partenaires, mais voilà, en tout cas, on était content de faire ça et on essaiera de vous proposer pour les fans de Foot US l'année prochaine une émission hebdomadaire. Voilà, super. Merci à Sully, merci à Elise, Tom et Erwan, bien sûr. Merci à Tom et Polo en régie. Et on se retrouve très vite.